Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, les colères françaises. À peine déconfiné, le pays est à nouveau en proie à la violence. La manifestation des soignants à Paris a dégénéré. On a vu à nouveau des casseurs infiltrer les cortèges, mais pas seulement. Une infirmière a perdu ses nerfs. Alors est-ce que les Black Blocs peuvent entraîner d'autres publics dans leur sillage, comme on l'avait vu au moment des Gilets jaunes? Est-ce qu'une manifestation qui se termine bien, une manifestation paisible, est possible dans le pays? On en débat dans un instant avec nos invités. Elle souffrait déjà d'isolement avant la crise sanitaire. Comment les personnes handicapées ont-elles vécu le confinement? Nervosité, stress, anxiété, surtout lorsque son emploi est en jeu. On va faire un bilan complet avec la ministre en charge de ce dossier. Sophie Cluzel est notre invitée ce soir. Enfin, le jour d'après, nouvel épisode de notre série d'entretiens sur l'après-coronavirus. Ce soir, l'immunité. Comment fonctionne notre système immunitaire? Pourquoi certains malades sont immunisés et pas d'autres? Le professeur Jean-Claude Weil, professeur à l'hôpital Necker, a répondu à nos questions. Voilà donc pour le programme. Vous savez tout, c'est parti, #CVR. On y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. On les avait presque oubliées, ces images de manifestations qui dégénèrent. Elles nous sautent à nouveau au visage après 56 jours de confinement. CRS contre casseurs et au milieu des soignants pris en otage. Images de l'esplanade des Invalides hier après-midi, à 2 pas de l'Assemblée nationale, et images qui en rappellent beaucoup d'autres. Le monde d'après ressemble trait pour trait au monde d'avant. Bonsoir Bruno Kettel. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche de l'Eure et vous dialoguez ce soir avec Driss Saïd Youssef. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste des questions de sécurité intérieure. Je vous donne la parole dans un instant. Mais d'abord, le regard de Blacko, comme tous les soirs. Si j'ai bien compris, c'est parti. Que nous arrive-t-il ? Bonsoir Stéphane. Si j'ai bien Bonsoir compris, Myriam, bonsoir à tous. Ce soir. Si j'ai bien compris Myriam, l'immense majorité des Français est contre le recours à la violence dans les manifs. Enfin, quand on dit l'immense majorité des Français, ça veut aussi dire que ce n'est pas le cas de tous les Français. Donc souvenez-vous, en décembre 2018, il y avait eu le saccage de l'Arc de Triomphe à l'issue d'un premier rassemblement de Gilets jaunes. Et donc, on avait fait un sondage pour tenter de savoir ce que les Français pensaient de ce déchaînement de violence. Alors, je vous montre le résultat qui se lit en 2 temps. Vous allez voir, sur la gauche, il y a un gros camembert où on voit que 85% des Français sont contre le recours à la violence. Il y en a quand même 15% qui, eux, disent qu'ils sont pour. 15%, ça fait quand même quelques millions de Français très, très en colère. Après, quand on regarde dans le détail, on voit que les partisans de la violence sont surtout situés aux extrêmes. Donc 27% pour le Rassemblement national, 22% pour LFI. Donc finalement, c'est pas, par rapport à la moyenne donc de 15, c'est vraiment deux pointes remarquables. Et donc c'est pas si étonnant que ni Mélenchon ni Le Pen n'aient jamais vraiment officiellement ou vraiment condamné la violence des Gilets jaunes. Ils avaient toujours une autre explication qu'ils préféraient. Donc dans le cas de Marine Le Pen, c'était dire que cette violence, c'était celle des Black Blocs. Donc elle a donné une interview à Sud Radio, on voit ses déclarations. Alors Mélenchon, de son côté, lui, il dédouanait les Gilets jaunes en disant « Mais non, tout ça, c'est la faute des policiers qu'il avait même traité de barbares à l'occasion ». Bon, il y avait quand même un truc sur lequel tous les deux étaient d'accord, c'était pour dire que les manifestants n'étaient pas responsables de la violence. Tout ça, c'était la faute du gouvernement. Vous voyez, 1 an plus tard, ça n'a pas vraiment changé. Et donc, ni Mélenchon, ni Marine Le Pen ne condamnent la violence, sauf quand ça les arrange. Par exemple, quand on parle à Marine Le Pen des violences policières, c'est à peine si elle en a entendu parler. Donc, pas mal de policiers votent Rassemblement national, donc c'est pas trop son intérêt. Quand on lui demande, elle dit non. Je pense que ça n'existe pas vraiment, ces violences policières. Et puis, côté insoumis, c'est bien sûr la réaction inverse. Et quand, par exemple, une infirmière caillasse des CRS et qu'elle se fait interpeller, Mathilde Panot, la députée insoumise, a tendance à lui trouver des circonstances atténuantes. On l'écoute. Je pense qu'en face de policiers qui sont, eux, équipés, une femme qui lance des petites pierres, ça ne justifie pas une interpellation aussi violente que celle que nous voyons sur les vidéos. Alors, bien sûr, pour conclure, on serait tenté de peut-être mettre tout sur le dos de Mélenchon et de Le Pen, un peu comme d'habitude.
Je voudrais juste rappeler un truc, c'est que Mélenchon et Le Pen, quand ils sont présentés à la présidentielle, à eux deux, ils ont fait 40% des voix au premier tour, et qu'aux législatives, ils n'ont obtenu à deux que 4% des sièges de députés. Donc peut-être que quand l'opposition à la colère ne peut pas s'exprimer dans les institutions, elle s'exprime en dehors, dans la rue par exemple. C'est une piste. Merci. Vous restez avec nous, Stéphane. Vous pouvez intervenir quand vous le voulez. Je vais commencer avec vous, Driss Saïd Youssef. À chaque fois, dans ces images, on nous explique, parce qu'elles ne sont pas nouvelles, depuis 2016, c'est comme si on s'y était habitué, que les Black Blocs, que les ultras, que les casseurs sont dissimulés dans la manif et que finalement, ils arrivent à ressurgir d'une certaine façon en fin de cortège et ça dégénère. Pourquoi on n'arrive pas à démanteler ces Black Blocs ? La question du démantèlement, elle se pose effectivement dans un second sens, dans un second temps, s'ils sont constitués en association. Là, pour le coup, on est en manifestation, et en manifestation, vient qui veut venir, puisque la manifestation est une liberté constitutionnellement garantie. À partir de ce moment-là, la puissance publique, elle organise une présence, ce qu'on appelle en maintien de l'ordre en police administrative, avec des CRS et des gendarmes mobiles, pour assurer la sécurité de la manifestation. Et mieux vaut avoir un désordre qui est un désordre acceptable, plutôt qu'une charge contre des manifestants et contre des casseurs qui pourraient faire des blessés, voire des morts. Mais pourquoi on n'arrive pas en amont à faire en sorte qu'ils ne s'infiltrent pas dans ces manifestations? Alors, la tentative a échoué, puisque c'était, souvenez-vous, de cette loi dite la loi anti-casseurs, avec cette interdiction administrative de manifester. Souvenez-vous, on en avait parlé sur ce plateau. Absolument, et je vais d'ailleurs. Le Conseil constitutionnel a retoqué cette disposition au motif que c'est une liberté constitutionnellement garantie qui n'appartenait pas à l'autorité administrative de la brider, mais plutôt à l'autorité judiciaire. Et par conséquent, un individu, même qui est fiché pour justement être reconnu pour être un casseur, a le droit de venir. À partir du moment où il ne casse pas, il a le droit de participer à une manifestation. Juste pour remettre les choses en place, qui sont vraiment les casseurs? L'ultra-gauche. C'est l'ultra-gauche, les antifas, les zadistes, et aujourd'hui il y a aussi des ultra-jaunes qui sont venus s'ajouter. On l'a vu à la manifestation avec les personnels soignants, on a vu aussi des ultra-jaunes se joindre effectivement à ces casseurs, qui constituent des Black Blocs, puisque Black Bloc est une technique. Vous vous attendiez à ça, Bruno Kettel? Vous avez vous-même été victime de violences pendant le mouvement des Gilets jaunes. On a ici, et souvent sur ce plateau avec vous, essayé de comprendre ce qui se passait dans la rue. Ça recommence après 56 jours de confinement. Vous êtes surpris? Pas plus que ça. Pendant le confinement, la société n'a pas réglé tous ses maux, si je peux me permettre. Tous les déséquilibres institutionnels, politiques, démocratiques que l'on connaît depuis des décennies n'ont pas été effacés d'un trait de plume. Surpris, pas plus que ça, une nouvelle fois, parce qu'il y a une violence qui est là, sur une partie de la population. Il y a une violence aussi qui est véhiculée par certains discours, y compris de certains de mes collègues. Vous pensez à qui? Vous les avez repérés et vous les avez montrés à l'image tout à l'heure. Ils sont parfois enclins à légitimer par anticipation certaines formes de violence dans la population, pour mieux la dénoncer après, dans les réactions que les forces de l'ordre pourraient avoir pour justement faire régner l'ordre public. Tout ça. Ils attisent la violence? Bien sûr, je pense qu'ils attisent la violence. Vous parlez quoi, très clairement? Je pense des députés France Insoumise qui hier ont pénétré quasiment par effraction dans le commissariat du 7e arrondissement pour, si on les écoute, aller libérer cette femme qui avait commis des faits qui ont été montrés à l'image par toutes les radios. On va en parler un peu plus tard, justement. Je pense à ces députés qui toujours ceints de leur écharpe. Moi, je vais vous dire, je ne mets jamais mon écharpe parce que je ne veux pas être comparé à mes collègues de la France Insoumise. Je trouve qu'on est dans une totale dérive de l'exercice du mandat parlementaire. Nous représentons la nation dans son ensemble et la République. Et la République, c'est pas dire aux gens rébellez-vous comme M. Mélenchon l'a fait lors de son discours des vœux, ne respectez pas les institutions et allez-y, vous pouvez taper du flic, c'est pas grave, on vous soutiendra. Donc ils n'ont pas leur place pour vous dans ces manifestations? Non, mais je vous pose la question. Je pense que ce n'est pas leur rôle. Je pense que ce n'est pas leur rôle d'encourager les gens à être violents. Bon, on va venir maintenant sur les solutions. On parlait de cette loi anti-casseurs. C'est vrai qu'elle a été en partie retoquée par le Conseil constitutionnel. N'empêche qu'il y avait quand même des mesures, une partie qui a été votée. Ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, c'est que la jurisprudence constitutionnelle a en référentiel, entre guillemets, le bloc de constitutionnalité. Au sein de celui-ci, il y a les déclarations de 1789. Depuis, c'est une décision des années 70, dont j'ai oublié la date exacte, mais qui étant le champ d'investigation du Conseil constitutionnel. Tout ça doit nous interroger aussi sur la manière dont on appréhende tout cela. Justement, on a l'impression qu'on ne peut rien faire à vous entendre. Je pense qu'on légifère. Dans la temporalité, je pense qu'on légifère mal. On légifère souvent en réaction à des événements, souvent dramatiques, et on légifère aussi sans anticiper
la doctrine ou la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, je pense, on pourrait mieux travailler tout cela. Driss Saïd Youssef. Il y a deux éléments. D'abord, je pense qu'en termes si je regarde les violences, en tout cas les exactions qui ont été commises, on n'a pas eu beaucoup de dégradation, à l'exception de ces quelques voitures retournées, y compris, j'ai une pensée pour le propriétaire de la voiture, qui est une personne avec handicap dont la voiture a été complètement retournée sur la voie publique. Ensuite, il y a un vrai sujet, c'est l'application des peines. C'est-à-dire que lorsqu'à un moment donné, vous avez des individus qui commettent des exactions et des violences contre personnes dépositaires de l'autorité publique. Ben, ça constitue une circonstance aggravante. Quelle est la réaction finalement de l'autorité judiciaire ou du juge pénal? Et ben ça, cette question, elle est importante parce que selon qu'elle est forte ou qu'elle est moins forte ou qu'elle est totalement absente, il y a une certaine forme d'impunité et puis derrière peut-être de récidive. Et au fond, aujourd'hui, on voit bien que la violence, elle s'exprime sur la voie publique en marge des manifestations, puisque dans les slogans de manifestations, je rappelle que la manifestation, c'est un grand moment qui doit être un moment de bonheur, où, je reprends la formule du Conseil constitutionnel, nos concitoyens viennent exprimer des idées, des opinions communes, et on n'en est plus là. Alors, moi, j'ai pas vu énormément de casse, mais j'ai vu une certaine forme de lassitude chez les Français, qui consiste à dire, mais on en a marre de la casse. On veut que les personnels soignants manifestent, et on veut que les personnels soignants obtiennent surtout, en période de crise économique et sociale, et après, notamment pour les commerçants. Absolument. Déjà un mouvement des Gilets jaunes. Je voudrais qu'on reste un peu sur cette question des solutions face à ces groupuscules d'ultra qui cherchent la violence. Avant de parler de ce qui s'est passé avec cette infirmière, est-ce qu'au fond, ces mouvements d'ultra sont en train d'essaimer à d'autres publics? Bonsoir Géraldine Wessner. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chroniqueuse dans cette émission, journaliste au Point. Alors, on se doute bien que la France n'est pas la seule à faire face à ce problème des Black Blocs. Comment ça se passe chez nos voisins? Il n'y a pas de système parfait, mais il y a des doctrines différentes dont la France d'ailleurs essaye un peu de s'inspirer. En Allemagne, par exemple, cette doctrine est inscrite dans le droit, c'est la désescalade. Ça consiste à éviter autant que possible les affrontements en amont des manifestations avec la mobilisation des services de renseignement, celle d'agents formés au dialogue avec les manifestants. La police a l'obligation de coopérer et de communiquer avec eux. C'est fondamental dans un pays qui a une culture forte de dialogue social. La Suède a la même approche avec des officiers de dialogue qu'on envoie désamorcer les conflits. La Belgique également, les Pays-Bas. Et dans ces pays, l'armement des forces de l'ordre est aussi plus léger. Pas ou très peu de lanceurs de balles de défense, pas de grenades de désencerclement. On va privilégier les bâtons de défense, canons à eau, des lacrymogènes. En Grande-Bretagne, la police de proximité est aussi mise en valeur, ce qui permet, même s'il y a des violences, de désamorcer les tensions. Merci beaucoup Géraldine. Désarmer, pas tout. Surtout pas. Mais LBD, non, mais grenades. Vous savez, les gens qui ont manifesté, cette infirmière ou d'autres, sont en totale rupture dans ce que tout citoyen doit espérer ou attendre du champ démocratique. La classe politique a une immense responsabilité dans la situation. Depuis longtemps, pas depuis 2 ans ou 5 ans. Je pense qu'on a vraiment une crise profonde à laquelle personne ne s'est jamais vraiment attaqué, mais à part le président de la République qui avait posé le bon diagnostic en se portant candidat à l'élection présidentielle, en disant un certain nombre de choses qui n'avaient jamais été exprimées. Ces femmes et ces hommes, aujourd'hui, on leur explique que jeter un bout de bitume sur les policiers, c'est un acte normal dans le cadre d'une manifestation. Vous avez des élus qui font ça. Vous avez des chroniqueurs qui font ça. Vous avez des personnes institutionnellement installées sur les réseaux sociaux ou sur certaines chaînes concurrentes de la vôtre qui légitiment dans leur discours ces actes. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, j'ai des enfants. Je veux dire, parfois, ils me disent « Mais qu'est-ce que vous foutez ? Comment ça fonctionne, une société démocratique, quand on nous explique à la télé que ce n'est pas grave d'utiliser du mobilier urbain pour taper sur du policier ?» Alors, on va la voir, cette image, puisque vous avez largement amorcé la question. Il s'agirait donc d'une infirmière qui bascule dans la violence. On va la voir, la voici, lançant des pavés aux forces de l'ordre. Ça s'est passé hier, et vous voyez les gestes qui l'accompagnent sur l'esplanade des Invalides à Paris. Elle a passé la nuit et une partie de la journée au commissariat du 7e arrondissement après une interpellation musclée. Driss Saïd Youssef, qu'est-ce qui se passe là, à votre avis? Est-ce que c'est ces Black Blocs qui, au fond, arrivent à essaimer? C'est un dérapage, il ne faut pas lui donner trop d'importance, ou alors on bascule à autre chose?
Moi, je pense un peu les deux. D'abord, c'est un dérapage qu'il faut relever et condamner. Une infraction parce que, même. Hein. Une infraction, c'est un délit, puisque par ailleurs, elle est quand même fonctionnaire de la fonction publique hospitalière. Donc, elle caillasse, même si c'est des petits projectiles, des collègues. Et dans le même temps, j'entends ce qu'a dit son avocat, elle a craqué, j'ai craqué. Bon, mais c'est toute la difficulté, et la jurisprudence administrative, elle est formelle là-dedans. Les manifestants doivent se désolidariser de groupes de casseurs. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand ils sont la cible d'opérations de police judiciaire, ils sont les premiers ciblés parce qu'ils ne se faufilent pas comme les casseurs. Et deux, ils sont instrumentalisés par les casseurs. Et on peut considérer, si elle n'a pas d'antécédent, cette femme, on peut considérer d'une certaine manière qu'elle a été instrumentalisée par les casseurs. Et elle est une cible parfaite. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle a une blouse blanche. Elle a une blouse blanche et c'est excellent pour les casseurs. Et d'ailleurs, ce qu'on retient, c'est l'interpellation de cette femme avec une blouse blanche. Et qu'est-ce qu'on a dit ? Mais c'est un personnel soignant, regardez comment on traite les personnels soignants. En termes d'image politique, en termes de communication politique, c'est un bon coup pour ces organisations. Images, hein. En même temps, Bruno Kettel, il y a quand même une question. Certes, c'est un cas isolé, hein, il faut le dire. C'est la seule soignante à avoir, au fond, enfreint la loi en jetant des pavés et en s'affrontant directement avec les forces de l'ordre. Est-ce que vous craignez une forme de contagion de la violence à d'autres publics ? On doit être attentif. On doit être attentif à ce précédent qui est désormais créé. Moi, je peux comprendre que psychologiquement, à un moment, on ait un sujet et que l'on craque. Je peux tout comprendre. Mais elle doit être condamnée pour vous, cette femme-là. Elle ne doit pas être félicitée. Elle ne doit pas être posée en héros, comme l'ont fait les mêmes collègues que j'évoquais tout à l'heure. Elle ne doit pas être encouragée à réitérer. Elle doit comprendre que toutes ces revendications légitimes, qui sont légitimes, qu'on peut comprendre, doivent être exprimées autrement que dans la violence. Vous trouvez qu'on en fait une victime ? Je n'ai pas dit vous. Je dis juste que certains élus, certains partis, au principal la France Insoumise, tentent de récupérer. Elle explique que c'est la violence policière dont elle a fait l'objet qui. Oui, écoutez, elle répète ce que son avocat lui a dit. L'interpellation est musclée, hein, tout de même, il faut le reconnaître. Oui, mais le mouvement est aussi musclé. Moi, je suis passé quasiment au même moment sur l'esplanade des Invalides. Ce n'était pas de tout repos non plus pour les forces de l'ordre. Il ne faut pas inverser la charge de la responsabilité de l'événement. Hein, on a des forces de l'ordre dont on disait en fin de semaine dernière qu'il fallait les désarmer. On a des forces de l'ordre qui, depuis 2 ans, sont soumises quasi quotidiennement à des pressions et à des violences, à des insultes, à des attaques, alors que leur rôle, c'est le respect de l'ordre public et assurer la sécurité qui est notre première liberté. C'est intéressant parce que je tenais ce soir à ce qu'on ait un point de comparaison avec nos voisins européens. Géraldine est toujours avec nous. Géraldine, comment ça se passe ? Elle est moins à l'offensive, la police ailleurs ? Mais disons que la police française, elle est, j'ai le sentiment, dans un entre-deux. Il ne faut pas oublier que pendant des années, notre doctrine, c'était de protéger les gens, de protéger la liberté de manifester et pas les biens. Donc notre police, elle restait à distance. D'autres pays, alors, nous prenaient vraiment pour modèle. Jusqu'à ce que le profil, on l'a dit, des manifestants change. L'ultra-gauche défilait en queue de cortège autrefois. Elle arrive maintenant en tête, parfois, avec un mode d'expression plus violent. Les cortèges sont plus d'un seul bloc. C'est un agrégat de groupes hétérogènes. Donc notre doctrine a évolué ces 2 dernières années pour être capable d'écarter les plus radicaux et elle vient au contact. Mais elle le fait pendant la manifestation et sans ce préalable dont on parlait tout à l'heure de dialogue, de confiance instaurée avec les manifestants, ce qui fait que souvent, certains vont se solidariser avec la personne interpellée, avec le casseur, et ça dégénère. En Allemagne, on n'intervient pas pendant que ça se passe, mais à la fin de la manifestation, ça limite évidemment les dommages collatéraux. Et cela dit, il faut aussi voir les contextes de moyens. D'abord, la police allemande, elle est bien mieux dotée que la police française, elle est plus nombreuse sur le terrain, mieux formée, 2 ans de formation contre 1 an chez nous, et la réponse pénale quand des casseurs sont arrêtés est nettement plus ferme. Enfin, il faut le préciser, nulle part on ne peut rien contre des manifestants qui ont envie d'en découdre. Il y a des modèles sur lesquels s'appuyer. À votre avis, moi je pense que chez nos voisins. Je partage complètement ce qui vient d'être dit. Le modèle allemand est un bon modèle. La difficulté avec notre modèle, c'est au-delà effectivement d'une police sécurité publique et sous-dotée, notamment sur des UFM, des unités de force mobile. On a l'autre difficulté, c'est ce qui vient d'être dit. Je vais peut-être paraphraser, mais j'y vais quand même. Allez-y. C'est d'avoir, on n'a plus d'organisation avec des services d'ordre.
C'est-à-dire que vous ne dialoguez plus lorsque vous avez la manifestation. Là, vous parlez du des 1er syndicats. Mais pas que les syndicats. Vous avez d'autres manifestations où, lorsque vous déposez votre déclaration, on vous impose, c'est la loi qui vous impose d'avoir un service d'ordre, d'assurer la sécurité de votre manifestation. Et quand, à un moment donné, vous avez une simple lettre qui arrive sur le bureau du préfet de police et qui vous dit « Samedi, je suis là, je fais mon trajet de là à là », et vous ne savez même pas qui c'est, parce que la loi, globalement, aujourd'hui, elle a modifié le régime de déclaration des demandes de manifestation, et ben vous êtes devant une vraie difficulté. Et le dialogue, il s'instaure avec des organisateurs responsables, pas avec des prête-noms qui déclarent une manifestation pour permettre à d'autres de venir commettre des exactions. Et toute la difficulté aujourd'hui, elle est de repenser finalement une manifestation, mais qui se déroule en deux temps. La manifestation, on est sur de la police administrative, gendarmes mobiles et CRS, pour assurer la sécurité de la manifestation. Et puis un deuxième temps de manifestation, on est en police judiciaire, et là ce sont les Braves et les Braves M, les brigades de répression de l'action violente, qui eux vont plutôt intervenir en police judiciaire pour aller appréhender, quelquefois avec le lanceur de balles de défense et les dégâts que cela cause, aller interpeller les fauteurs de troubles. Stéphane Bakowski voulait intervenir, et je pense vous interroger, Bruno Kettel. Moi, je me faisais la réflexion en vous écoutant que vous aviez, c'est le sujet, beaucoup focalisé sur les black blocs, mais ça finit par donner le sentiment qu'ils sont à l'origine de toute violence et que si on savait les maîtriser ou s'en débarrasser, ça disparaîtrait. Il me semble que le mouvement des Gilets jaunes a prouvé quelque chose de très différent, que d'une part, malgré la violence, le mouvement a été très longtemps soutenu par les Français, donc la violence est acceptée par une partie de l'opinion. Puis on a vu que cette violence qu'on diabolise, elle a aussi permis d'obtenir des gains importants vis-à-vis du gouvernement que sans la violence, on n'aurait pas obtenu. Donc cette manière de diaboliser la violence et de la restreindre aux black blocs, je trouve que c'est voir une toute petite partie de... Bruno Kettel ne l'a pas fait, puisqu'il a dit qu'elle est profonde et ancienne. Mais tout de même, la violence permet aussi des conquêtes. Et des conquêtes sociales. Bien sûr, oui, dans le temps, oui, dans l'histoire, effectivement, la violence, on a même coupé des têtes, je vous rappelle. Mais j'ai pas du tout indiqué, ou alors je me suis mal exprimé, qu'il fallait concentrer le débat sur les black blocs. Bon, on les a vus apparaître, grosso modo, sur la loi El Khomri. La loi travail. Les premières violences sont arrivées en 2016, vous l'évoquiez tout à l'heure. Les Gilets jaunes, c'était une sacrée mosaïque. Vous avez fait référence aux violences dont j'ai pu être victime. J'ai fait 15 ronds-points, à chaque fois une demi-journée. Je peux vous dire qu'il y avait des gens d'horizons divers qui n'étaient réunis uniquement par le chasuble jaune auquel vous faites référence. Après, dans leur destin, leur histoire personnelle et autres, c'était une vraie mosaïque. Ça représentait la France, finalement, puisqu'effectivement, ça a été soutenu. Mais maintenant, moi, je crois... On a une société démocratique en crise. La moitié des Français, au mieux, ne votent pas, ne votent plus. Les 2 tiers des Français ne croient plus aux élus. Nous sommes tous pourris, par définition. On a le monde syndical qui est complètement sclérosé. Vous avez des permanents syndicaux qui n'ont pas connu une chaîne de montage en usine depuis 25 ou 30 ans. Ça tombe bien, il y a une personnalité de la CGT qui nous attend en duplex. Terminé, et elle va sûrement vous écouter attentivement. On parle du cumul du mandat dans le temps pour les élus, mais si on pouvait l'appliquer aussi aux représentants syndicaux, je pense que ça leur permettrait aussi de régénérer à la fois leur doctrine et leur fonctionnement. Bonsoir. Bref, voilà. Céline Verzelletti, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT et vous avez soutenu celle qui se prénomme Farida, donc cette infirmière qui a été interpellée puis placée en garde à vue au commissariat du 7e arrondissement à Paris. Vous avez donc décidé de soutenir une personne qui, les images parlent d'elle-même, commet une infraction. Pour quelle raison ? Alors bien évidemment que nous soutenons cette infirmière comme nous soutenons toutes les victimes qui dans les manifestations. Elle jette des pavés sur les forces de l'ordre. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Alors, elle l'a expliqué, elle n'a pas nié certains faits, elle a dit que oui, elle avait craqué, que ce qui l'avait mis excessivement en colère, c'était justement... l'intervention disproportionnée des forces de police en fin de manifestation, et je peux en attester puisque j'y étais aussi. Nous sommes arrivés de manière tout à fait pacifique et très nombreuses sur la place des Invalides, et à ce moment-là, enfin pas de suite, mais en tout cas... Elle n'était pas pacifique, vous le reconnaissez. Vous trouvez ça justifié qu'elle ait fait l'objet d'une interpellation, d'une arrestation donc ? Alors non, l'interpellation, nous la contestons parce que nous estimons que l'interpellation est particulièrement violente. Je ne sais pas si vous avez vu aussi les images.
Mais nous pensons, et je le pense, qu'on doit pouvoir interpeller des personnes sans être aussi violent. Traîner une femme par les cheveux, la bloquer, se mettre à 4 sur elle, la bloquer, elle a quand même une côte cassée, il faut le dire. Si on ne sait pas en France interpeller des personnes sans être violent, c'est un véritable problème et un véritable sujet que nous dénonçons d'ailleurs depuis un certain temps. Le défenseur des droits le dénonce aussi. On doit pouvoir quand même interpeller les personnes dans ce pays sans être violent et sans blesser les personnes. Il suffit, et il y a des techniques, des pratiques professionnelles qui doivent permettre et qui permettent normalement justement de pouvoir en effet interpeller une personne si elle a commis un délai de manière non violente. Donc déjà, nous dénonçons en effet la manière dont cette infirmière a été interpellée. Elle a été traînée par terre, tirée par les cheveux. 4 policiers étaient sur elle. Les genoux sur elle, elle a eu une côte cassée. Vous en faites une victime et on a montré les images et elle jette, et c'est son acte en premier, elle commet un délit. Elle a commis certainement un délit. Est-ce que ça justifie la violence des policiers? Non. Nous sommes dans un état de droit. Alors pour vous, c'est les violences policières qui créent sa propre violence. J'essaye de comprendre. Vous l'excusez en quelque sorte. Oui. Non. Alors là, moi, écoutez, je vais vous dire une chose. Ça commence à bien faire que chaque manifestation se termine comme elles le sont. C'est-à-dire que nous sommes souvent des travailleurs et des travailleuses qui manifestons parce que nous avons des revendications qui, me semble-t-il, sont légitimes. Et alors, je peux vous assurer que les professionnels de la santé ont particulièrement des revendications légitimes. Ils ont passé des mois terribles, ils ont été exposés, ils ont bien souvent travaillé 13 heures par jour, ils ont risqué leur vie pour soigner la population. Ils manifestent de manière pacifique. Lorsqu'ils arrivent sur une place, ils se font gazer, nasser et malmener par les forces de l'ordre qui ont des consignes, notamment du préfet l'allemand, pour que finalement les fêtes de manifestation se terminent dans la violence. Je voulais qu'on reste sur ce cas précis parce que c'est pour cela qu'on vous a invité. Driss Saïd Youssef, vous voulez interpeller Madame Verzelletti de la CGT? mais je trouve que c'est un cas qui est un cas emblématique. Évidemment, moi j'ai aucun doute sur les motivations de cette dame lorsqu'elle arrive en manifestation. C'est-à-dire qu'elle a des revendications politiques très claires. Après, et la difficulté, c'est qu'il y a une certaine forme d'engrenage et qu'elle est instrumentalisée par des Black Blocs. Et en réalité, et vous avez de la jurisprudence administrative, en réalité, quand vous avez des exactions, on vous demande de vous désolidariser parce que la réplique, elle est aussi forte, parce que la force doit rester à la loi. La réplique, elle est aussi forte que les cailloux, les pavés et les projectiles qui sont lancés sur les forces Madame de l'ordre. Verzelletti, vous dénoncez, on l'a entendu, les violences policières et la manière dont cette infirmière a été interpellée. Est-ce que vous regrettez et vous dénoncez aussi les violences des Black Blocs? Je rappelle que finalement, l'objet même de la manifestation, à savoir la revalorisation des personnels hospitaliers, a été totalement occulté. Alors, elle a été occultée notamment quand même par les médias qui ont uniquement parlé d'une partie des violences. Les médias sont responsables du fait que la manifestation a dégénéré? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que... non, je n'ai absolument pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je préfère vérifier. Quand même. Ce qui s'est passé, les manifestations, souvent, finalement, on assiste à de la violence dans les manifestations parce que le maintien de l'ordre n'est pas fait correctement. Et le service d'ordre de la CGT, pourquoi vous n'arrivez pas, vous, à prendre en charge le maintien de l'ordre, puisque la CGT a, dans son histoire, un service d'ordre? Non, mais là, ce que je vous explique, c'est que moi, je ne parle pas des 20 personnes, parce qu'on nous a expliqué qu'il y avait 100 ou 200 personnes des Black Blocs. Ce n'est pas vrai. Moi, j'y étais, je ne les ai pas vus. Est-ce que vous les condamnez? Ce sera ma dernière question. Mais attendez, non. Est-ce que vous condamnez, en fait, vous n'êtes pas clair. Est-ce que vous condamnez les Black Blocs, les agissements des Black Blocs? Non. Moi, je vais vous dire ce que je condamne. Dites-moi. Aujourd'hui, je condamne le maintien de l'ordre qui n'est pas satisfaisant et je condamne l'intervention des forces de l'ordre sur ordre du préfet, notamment du préfet l'allemand, qui ordonne du gazage, qui ordonne
des NAS à toutes les irresponsable. manifestations. Oui, oui, ben vous pouvez dire que c'est irresponsable. Non, Ce je qui vous est écoute. irresponsable, c'est de nasser des personnes qui manifestent de manière pacifique. Ça s'est passé hier, ça s'est passé samedi dernier, ça se passe quasiment à chaque manifestation. Vous avez des personnes, des citoyennes qui viennent manifester. C'est un droit fondamental et qui, à un moment donné, sont coincés, ne sont privés de liberté. On les nasse alors qu'ils n'ont commis aucun délit. Merci qu'ils sont beaucoup. simplement venus manifester. Merci. Ça, je le dénonce et je le condamne. Merci Madame Verzelletti d'être Merci. venue, enfin d'avoir été en duplex avec nous. Le mot de la fin, Bruno Merci. Kettel. On entend très clairement la CGT, au fond, qui applaudit la libération de cette infirmière. Ma question, c'est, on est dans un face-à-face et on a l'impression qu'on ne peut pas en Non, mais sortir. la CGT court derrière la France Insoumise, qui court derrière le Rassemblement national. Ils sont tous irresponsables. Ils portent atteinte à la République à chacune de leurs expressions de la sorte. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que vous craignez une forme d'escalade? Non, on en a quand même vu pas mal en 2018-2019. Donc je crois qu'il ne faut pas laisser à croire qu'on va connaître des explosions sociales ou de cette violence dans les semaines et mois à venir. Nous, politiques, on a une responsabilité importante. Elle est de retisser ce lien. Il faut que les citoyennes et les citoyens aussi reprennent leur rôle, je dirais, d'acteurs de la démocratie. Voilà. Merci. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau d'LCP. On va parler à présent des personnes handicapées. Retour d'expérience après 56 jours de confinement. Comment ont-elles vécu cette période d'enfermement, cette période d'isolement? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avant d'accueillir nos invités, voyez le reportage de Maïté Frémont. Elle a recueilli le témoignage de Guillaume, un jeune étudiant paralysé. Reportage. Je suis Guillaume Bénémou, j'ai 35 ans, je suis un jeune homme actif. Étudiant, membre d'une association, créateur d'une chaîne YouTube, Guillaume est atteint d'une paralysie cérébrale qui limite ses déplacements. Je ne peux ni marcher, ni écrire, ni même m'habiller seul. Pour autant, c'est un jeune homme qui voit la vie du bon côté. Lorsqu'on lui demande de raconter son confinement, il commence par les aspects positifs. Que les musées soient ouverts dans le monde entier via Internet, en fait, pour les personnes handicapées, ça a été un vrai soulagement. C'est un truc qu'on n'a pas le reste de l'année. Mais si vous n'avez pas besoin de vous bouger parce que vous n'avez pas le droit de bouger, vous êtes moins en situation de handicap que le reste de l'année, de fait. Mais dans sa condition de personne dépendante, Guillaume a subi le confinement. Il y a une injection dont j'avais besoin qui aurait dû avoir lieu au début du confinement, qui n'a pas pu avoir lieu. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Pendant près de 2 mois et demi, jour et nuit, il a souffert physiquement. L'hôpital dont il dépend était débordé par l'afflux de patients Covid. Et Guillaume ne pouvait donc pas recevoir son injection, indispensable pour soulager sa douleur, de la toxine botulique délivrée exclusivement à l'hôpital. J'avais les jambes hyper tendues, avec des grosses contractions, je bouffais de la morphine. Mais ce qui a été compliqué, c'est que dans les hôpitaux, ils n'avaient pas plus d'informations que nous sur est-ce qu'on a le droit de faire revenir ou pas des patients qui ne sont pas à Covid. Aujourd'hui déconfiné, Guillaume a un message à faire passer à Sophie Cluzel. Ma question, mon interrogation, c'est comment est-ce que pour l'année, si jamais ces pandémies devaient revenir, comment mieux collaborer entre patients, personnes handicapées et professionnels libéraux afin de soulager les systèmes hospitaliers. Bonsoir Sophie Cluzel. Bonsoir. Et merci infiniment d'être sur ce plateau sur LCP. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Vous allez tout de suite répondre à Guillaume, mais je présente d'abord Jérémy Borrois. Bonsoir. Bon. Merci d'être là. Vous présidez le Comité national consultatif des personnes handicapées. Vous êtes accompagné ce soir d'un interprète qui va traduire en langue des signes notre discussion, car vous êtes sourd de naissance. Alors déjà, on va répondre à Guillaume. Guillaume pose une question très concrète, la difficulté d'accès aux soins. Que l'on soit d'ailleurs handicapé ou pas, c'était compliqué d'accéder aux soins quand il ne s'agissait pas du Covid dans notre pays et particulièrement en Île-de-France. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il n'a pas pu être soigné normalement pendant le confinement. D'abord, je le salue, Guillaume, parce que je le connais bien. Nous avons travaillé ensemble. Il a tout à fait raison. C'est ce qui nous a alerté le plus. C'est cette rupture de soins pour des personnes en situation de handicap qui en avaient besoin. Des pertes d'acquis importants, que ce soit en kiné, en psychomotricité ou en soins infirmiers. C'est pour ça que nous avons voulu tout de suite lancer ce numéro, on en reparlera, oui. 0800 360 360, pour répondre à cet accès aux soins qui devait être mis en place. Alors s'il y a une deuxième vague, parce que c'est la question de Guillaume, il veut être sûr qu'il sera soigné. S'il n'y a plus de place à l'hôpital, il veut qu'un médecin de ville
ou qu'un médecin en clinique puisse le recevoir et le soigner, lui donner son traitement. Eh bien, c'est ça que nous voulons faire. C'est pouvoir mettre Guillaume en relation avec ces professionnels. Parce qu'aujourd'hui, c'est le parcours du combattant. Si l'hôpital vous dit non, vous vous tournez vers qui ? 3 Français sur 5 n'ont pas de médecins soignants aujourd'hui qui peuvent prendre le relais. Et avec justement ce numéro que nous voulons mettre en place et que nous avons lancé il y a 8 jours, plus de 100 appels par jour déjà, alors que justement il n'a pas bénéficié d'une grande promotion parce que nous voulions monter en puissance. Donc vous avez anticipé la mise en œuvre à cause de la crise sanitaire de ce numéro vert. Pour trois raisons principales. La problématique de l'accès aux soins, comme le dit très bien Guillaume, comment je peux solliciter mon réseau de proximité qui n'est pas forcément formé ? Comment je mets en place, par exemple, de l'hospitalisation à domicile pour éviter justement cette absence de soins ? Comment je mets un médecin de ville en connaissance des besoins spécifiques d'une personne en situation de handicap parce que le soin à l'hôpital n'est plus possible ? Mais aussi le répit pour les aidants qui sont épuisés au bout de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Voilà, donc tout ça, nous mettons en place pour répondre aux besoins de Guillaume avant tout. Des aidants. J'aimerais avec vous, Jérémy Borroy, qu'on essaye de faire un retour d'expérience. Alors évidemment, les situations sont très différentes, mais en même temps, de quoi, selon vous, et d'après vos remontées de terrain, cette crise sanitaire a été le révélateur pour les personnes handicapées ? Elle a été le révélateur de la demande très forte de l'ensemble des personnes, quel que soit leur handicap, quelles que soient les contraintes qu'elles rencontrent, d'être traités comme n'importe qui. C'était bien vraiment ça qui est ressorti. Donc c'est cette aspiration à accéder au droit commun. C'était un peu ce qui s'est passé dans la mobilisation de tous les acteurs lorsqu'on est rentré en confinement, que ce soit les acteurs publics, les acteurs associatifs, les acteurs locaux et même les personnes elles-mêmes concernées pour que ce soit d'abord les dispositifs de droit commun qui soient à la portée de toutes les personnes. Bien sûr, ça, ensuite, effectivement, en fonction des besoins, en fonction des handicaps, en fonction des contraintes, en fonction des préférences, en fonction des craintes des uns et des autres, l'accès au télétravail, l'accès aux services publics, l'accès à la continuité pédagogique a pu être différent en fonction des cas. Mais les besoins étaient les mêmes. L'impact psychologique, quand on est déjà souvent isolé, il faut le dire, quand on souffre d'un handicap et qu'on se retrouve enfermé, quel est-il ? Il y a plus d'anxiété, plus de stress, de nervosité ? Il y a vraiment de tout. J'ai aussi eu, paradoxalement, des témoignages de personnes qui disaient finalement, le confinement, c'était assez proche de ce qu'on connaissait déjà. Et puis, le handicap a fait qu'on a dû, depuis très longtemps, apprendre à se débrouiller, apprendre à être autonome, apprendre à faire face à l'imprévu, apprendre à solliciter l'aide ici ou là. Et le confinement, pour certains, n'a pas changé grand-chose. Pour vous, par exemple moi, ce que j'ai constaté, c'était surtout que cette crise, finalement, elle a accéléré des réponses d'accessibilité qu'on attendait depuis longtemps. Certaines étaient déjà en place. Le fait de voir le président de la République systématiquement interpréter la langue de signes et sous-titrer lors de ses interventions, de voir les points de presse du directeur général de la Santé interpréter en langue de signes, de voir que l'application Stop Covid a été conçue dès le départ pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs handicapés. On est même jusqu'à aller concevoir le mode d'emploi en facile à lire et à comprendre pour que les personnes puissent faire le choix de télécharger l'application ou non de façon totalement éclairée. Donc vous voyez, il y a encore plein d'exemples. Pensez à vous pour prendre un exemple très concret, le port du masque quand on est sourd. Alors ça, c'est plus compliqué. Vous êtes au supermarché, la caissière, vous ne pouvez pas la comprendre. Le port du masque pour les personnes sourdes, mais pas seulement, pour d'autres personnes aussi qui sont habituées plutôt à s'appuyer sur les repères visuels pour communiquer, c'est une contrainte. Pour d'autres, c'est le fait de porter un masque qui est contraignant. Alors, je pense qu'il y a eu de façon habile des réactions très rapides pour que la contrainte soit limitée dans certains cas, mais ça montre bien qu'on doit aller vers l'homologation de masques adaptés pour que, si jamais nous devons prolonger le port de ces masques, les personnes puissent communiquer plus facilement avec notamment des masques avec une fenêtre 30 par an. Donc je crois que les homologations sont en cours. Les homologations sont en cours. Voilà. Sophie Cluzel, on parlait de l'impact psychologique. On sait que pour les enfants, ils ont été prioritaires. Donc ça a plutôt marché. On peut le dire ça comme ça, bilan plutôt positif. La reprise de l'école, en tout cas, a été en effet un public cible prioritaire pour limiter justement les pertes d'acquis. Là, nous sommes en train de réouvrir les externats. Donc, les 60 000 enfants qui sont revenus chez eux vont reprendre le chemin des externats, des établissements. Ils ont déjà repris le chemin de l'école parce qu'avec le ministre de l'Éducation nationale, nous en avons fait une priorité. Ils réouvrent aussi petit à petit toutes les visites avec les internats. Mais pour autant, la reprise, je dirais, dans une vie ordinaire, elle va être plus compliquée.
encore plus longue que pour le citoyen lambda. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout a été bousculé. Et donc, justement, vous l'avez dit, il y a eu des pertes de soins. Il y a eu des problématiques d'aidants qui ne veulent pas, par crainte de remettre leurs enfants ou leurs adultes dans les établissements. Alors, on y va sur les aidants. Pour autant, sont épuisés. Ils sont épuisés parce qu'évidemment, d'abord, ils s'occupent de leur... Là, ça a été non-stop. De leur famille, de leur personne. 3 mois. Voilà. Avec, Et là, la charge est devenue presque insupportable. Donc, il nous faut avoir du relayage, du répit. Sur les appels qu'on a, on ne s'est pas trompé. C'est vraiment ça qu'ils nous demandent, du répit. J'avais par exemple une maman qui a un enfant de 8 ans, qui a fait beaucoup de télétravail, elle est obligée de reprendre. Pour autant, elle a du mal à le faire garder son enfant. Et puis cet été, eh bien, il faudra qu'elle rattrape ses heures. Et cet été, elle n'a pas de solution. Eh bien, nous, vous voyez, il y a une équipe relayage qui va venir à domicile et qui va aller accompagner l'enfant au centre de loisirs pour qu'on comprenne comment fonctionne cet enfant et qu'il puisse être accueilli. Voilà, c'est comme ça qu'on met en place les solutions de répit à travers ce numéro. C'est un numéro national, mais avec des réponses de proximité dans les terrains. Parce que moi, ce qui permettre aux aidants aussi, de prendre un petit peu de temps pour eux. Exactement. Après 56 jours de confinement. Jérémy Bourrois, 56. vous disiez, au fond, on se rend compte que ça a accéléré l'accessibilité. Il y a des choses qui sont en cours. Le monde d'après pour les personnes handicapées, comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous attendez? Le monde d'après, je vois cette accessibilité qu'on a un peu accélérée, pérennisée, confortée, augmentée. Je vous ai donné des exemples d'accessibilité qu'on avait vus, notamment sur les messages d'information audiovisuelle. Moi, je souhaite que le monde d'après, ce soit chaque ministre, chaque élu, chaque assemblée, comme l'Assemblée nationale, le Sénat, le CESE, chaque groupe parlementaire, chaque formation politique qui prennent en charge sa propre accessibilité pour que tous les citoyens, quelles que soient leurs contraintes, puissent participer au débat. Le monde d'après, c'est un numérique réellement accessible. Donc un numérique, ce n'est pas seulement l'accessibilité pour les personnes qui ne voient pas ou qui n'entendent pas, c'est aussi l'équipement de tous les Français. C'est la possibilité d'accéder donc au télétravail, au service public, à cette fameuse continuité pédagogique. Et je me dis qu'on a encore un chantier à ouvrir pour que, dans l'hypothèse où nous devrions nous reconfiner, on tienne compte des conséquences du confinement passé pour qu'on puisse rester à domicile le plus longtemps possible et qu'on puisse continuer donc de travailler, de s'informer et de se former. Le monde d'après, c'est aussi le télétravail sur lequel nous réfléchissons beaucoup, mais un télétravail choisi et pas subi, un télétravail accompagné. Là aussi, nous avons des grandes voies d'amélioration. Ce sont des téléconsultations parce que nous les avons mis tout de suite en place, remboursées, très innovants. Téléconsultations sur des métiers qui n'étaient pas en téléconsultation, comme de l'ergo, comme de la psychomote. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Télétravail pour les personnes handicapées, ceux qui sont actifs, évidemment, pour certains d'entre eux, ont été mis au chômage partiel. Vous ne craignez pas des abus? Alors, ceux qui ont peur de retrouver leur emploi? Je mobilise largement les entreprises. J'étais à Rungis pour mobiliser justement les hôteliers, les cafetiers, parce qu'il y a beaucoup d'emplois dans ces métiers-là. Je mobilise l'ensemble des organisations syndicales et patronales pour qu'elles soient vigilantes, que dans le dialogue social, justement, les personnes handicapées ne subissent pas une désinsertion professionnelle massive, parce que c'est la crainte de beaucoup. Donc nous sommes en monde accompagnant. Nous avons mobilisé Pôle emploi, Cap emploi. Je mobilise l'ensemble des signataires du charte Manifeste Inclusion pour que les entreprises passent à l'acte. Elles ont signé des engagements, il faut qu'elles passent à l'acte et qu'elles respectent leurs engagements sociétaux, ça c'est très important. On verra cela, on va rappeler le numéro vert. Il y a un 5e risque aussi qui a été voté ici à l'Assemblée nationale sur la dépendance, mais qui concerne aussi les personnes handicapées, l'autonomie. Alors le numéro vert, on le voit à l'écran, 0800 360 360. Merci infiniment, vous restez avec nous, Jérémy Bourrois. On va faire un petit tour par l'Assemblée nationale, c'est l'heure de retrouver Thomas Després pour sa chronique Ma journée à l'Assemblée. Il nous raconte ce soir les coulisses d'un déconfinement très attendu, celui des députés. Oui, exactement, Myriam. À partir de lundi, l'Assemblée nationale se déconfine un peu plus encore. Je vous raconte tout ça. C'est ma journée à l'Assemblée. Vous savez, l'Assemblée nationale a elle aussi été touchée par l'épidémie de coronavirus. C'était même l'un des foyers épidémiques de France, avec près de 20 députés contaminés. Et ici aussi, il y a eu des mesures de confinement. 10 députés pour les séances de questions au gouvernement, puis 20, puis 75, et maintenant 150. Et à partir de lundi, ils seront de nouveau 577 à pouvoir siéger. C'est une très bonne nouvelle, je pense qu'on l'attendait tous, parce que nous étions un peu à bout des visioconférences. On a tous envie de reprendre le travail exactement comme avant, que la controverse politique puisse reprendre toute sa place. Pouvoir échanger de vive voix en face à face avec ses collègues,
c'est important, c'est essentiel, je crois, dans tous les milieux de la société, y compris au Parlement. Alors concrètement, ce retour des 577 députés se fera sous condition. Il faudra parfois porter un masque. Écoutez ce qu'en dit Sylvain Waserman, un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. À partir de la semaine prochaine, comment ça va se passer? Alors en tant que vice-président de l'Assemblée, en étant au perchoir la semaine prochaine, j'aurai effectivement à décider au cas par cas si la présence nécessite ou pas le port du masque. Après, je fais tout à fait confiance dans mes collègues pour nous aider à prendre les meilleures décisions. Il n'est évidemment pas question de prendre des risques par rapport aux gestes barrières, donc nous le ferons en bonne intelligence. Et ça, c'est transpartisan, nous saurons trouver nos marques. Pendant cette période, même si le Parlement a continué de travailler sans interruption, certains dénoncent un affaiblissement de la démocratie. Les mois que nous venons de vivre, c'était quand même un Parlement au quart, quoi. Pour quelqu'un qui tient une démocratie parlementaire, c'est pas tenable longtemps. Heureusement que la présidence de la République continue à fonctionner, que les ministères continuent à fonctionner. Mais curieusement, le législatif, le contre-pouvoir, lui, a été quand même un peu tenu à l'écart. C'est totalement faux et on peut être très très fiers en France parce qu'on est le Parlement d'Europe qui a le plus travaillé pendant la période de confinement. Non seulement nous avons pu légiférer, mais puis surtout nous avons maintenu les questions au gouvernement, donc chaque semaine de façon hebdomadaire, ce qui est inédit en Europe. Donc je crois qu'au contraire, on peut être très fiers. Voilà Myriam, et pour être tout à fait complet, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a mis en place un groupe de travail pour préparer une éventuelle autre crise. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans ma journée à l'Assemblée. Merci Thomas. Sophie Cluzel, qu'est-ce que vous garderez comme souvenir de cette période si étrange d'un Parlement confiné à distance? J'ai continué à travailler avec eux parce que j'ai créé une visio avec l'ensemble des groupes parlementaires. Chacun m'a désigné un référent dans chaque groupe parlementaire pour les tenir informés de tout ce qu'on faisait. Le seul qui a répondu absent, c'est LFI. Bizarrement, il dit que c'est compliqué, mais il n'est pas venu. Bon. Donc voilà, je pense qu'il y a des façons différentes de maintenir la démocratie. Nous l'avons maintenu, ce dialogue. Toutes les semaines, j'avais une visio avec les députés, avec les sénateurs de tous les groupes. Mais rien ne remplace même le contact physique. Merci infiniment. On va retrouver à présent notre franco-britannique préféré. Pour sa chronique du mercredi, j'ai nommé Alex Taylor. Alors Alex, demain, Emmanuel Macron va se rendre à Londres pour le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin. Sur fond de polémique sur la statue de Winston Churchill qu'on a été obligé d'emballer, je crois. C'est ça ? Bonjour Myriam. Oui, c'est vrai que cette statue a focalisé depuis une semaine les débats dans le cadre de Black Lives Matter, certains prétendant que Churchill était raciste. C'est vrai que si on veut prouver ça, les preuves ne manquent pas, comme quoi il n'était pas très politically correct, mais c'est sûr qu'il faut le remettre dans le contexte historique. Mais même à l'époque, certains le considéraient comme étant très réactionnaire. En 1937, par exemple, il se félicita qu'un peuple supérieur remplace les peuples indigènes en Australie ou aux États-Unis. Il dénonça les Indiens, les Palestiniens comme des hordes barbares, je cite. Remarquez, il utilisait même mot pour les Allemands qui étaient des hordes barbares prusses. Cela dit, en sa faveur, on peut rappeler qu'il contribuera beaucoup quand même à la défaite du plus grand raciste de tous les temps. Alors ce week-end, des hordes de l'extrême droite sont arrivées à Londres, soi-disant pour protéger le dit Churchill contre les Black Lives Matter. Seul hic, les Black Lives Matter ne sont pas venus. Donc les seules autres personnes présentes, c'était la police. On a quand même vu des scènes donc où les gens d'extrême droite faisaient le salut nazi pour défendre Churchill. Donc c'est la plus parfaite dystopie s'il en est. Et Boris Johnson a signé un article parlant de Churchill dans le Télégraphe lundi. Faut dire, Myriam, que Johnson écrit des articles sur Churchill chaque semaine dans The Telegraph, c'est un peu son totem. Là, il se dit outré que l'on veuille photoshopper les heures les plus glorieuses de l'histoire britannique. Il faut dire que c'est un peu pour détourner le débat, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en Grande-Bretagne qui réclament vraiment que l'on fasse disparaître cette statue. Alors demain arrive le président Macron, si toutefois les douanes britanniques le laissent passer et le dispense de quarantaine. Le maire de Londres dit qu'il a firm expectation, une attente très, très ferme, comme quoi la statue soit désemballée. Faut dire pour finir que Churchill est en bonne compagnie. Gandhi et Mandela aussi devant le Parlement britannique sont actuellement protégés, accusés à leur tour d'incorporer, et oui, le racisme. Nous vivons une drôle d'époque, quelque part en quarantaine entre dystopie et utopie. Merci beaucoup Alex. Je signale que vous aussi, vous avez une petite statue sur votre cheminée et j'adore la manière dont vous l'avez
emballé. C'est fini. Allez, on va parler maintenant, comme tous les soirs, du monde d'après, le jour d'après. C'est un entretien passionnant que je vous propose de découvrir ce soir sur notre système immunitaire. Figurez-vous qu'on a une mémoire immunitaire. C'est le professeur Jean-Claude Weil à l'hôpital Necker qui va nous expliquer tout cela. Regardez. Bonjour Jean-Claude Weil et merci d'être là. Vous êtes professeur d'immunologie à l'hôpital Necker Enfants Malades et membre de l'Académie des sciences. Vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Pourquoi certains fabriquent des anticorps? Pourquoi d'autres sont protégés? Et ce Covid-19 pose des questions innombrables en matière d'immunité individuelle, collective. Pour faire simple, qu'est-ce que le système immunitaire? Alors pour faire très simple, dans la moelle osseuse, tous les jours, on produit 5 milliards en gros de cellules. Il y a 5 milliards de cellules qui sortent de la moelle osseuse, qui sont les cellules du système immunitaire. Ces cellules immunitaires sont censées avoir des systèmes de reconnaissance qui leur permettent, chacune de façon différente, de reconnaître un objet différent, un pathogène différent, un virus différent. Donc le principe, c'est une multitude de cellules dans le sang et dans les organes lymphoïdes qui se promènent, qui circulent, qui scannent un peu comme des motards, qui scannent constamment le périphérique. Quand il reconnaît quelque chose d'étranger, cette cellule qui le reconnaît, puisque tout en reconnaît un différent, cette cellule reconnaît cet étranger-là, et là, il est censé se mettre en mouvement pour nous protéger contre cet étranger. Il y a des anticorps qui reconnaissent, et il y en a certains qui non seulement reconnaissent, mais qui attrapent le corps étranger et le neutralisent. Et qui font barrière. Donc il y a le motard qui met un PV, il y a le motard qui met des menottes et qui se débarrasse de la personne qui pourrait produire des dangers. Et pour le Covid-19, ce nouveau virus, ce coronavirus, qu'est-ce qu'on sait en matière d'immunité? Si on est contaminé, on fabrique des anticorps qui nous protègent? Alors on sait, pour répondre à votre question tout de suite, ça s'appelle la séroconversion. Dès qu'un virus rentre ou un pathogène rentre dans l'organisme, comme le HIV, comme le sida, on fait une séroconversion. Pour le sida, c'est comme ça qu'on teste l'infectivité des gens. Ils ont un anticorps qui a reconnu le virus qui est rentré dans leur organisme. Mais si cet anticorps ne fait pas partie des anticorps neutralisants, c'est juste un test que ces gens ont rencontré le virus. Ça s'appelle la séroconversion. C'est l'anticorps neutralisant qui protège, c'est l'anticorps tout court, spécifique du virus, qui marque la séroconversion, qui marque que vous avez rencontré le virus. Ce n'est pas la même chose. Tous les gens qui l'ont rencontré font une séroconversion. Est-ce qu'ils font tous des anticorps neutralisants? C'est la question. Et les enfants? C'est vrai que ça surprend dans cette épidémie. Est-ce qu'ils sont immunisés parce qu'ils auraient été vaccinés ou ils auraient rencontré des virus similaires dans leur petite enfance? C'est une question compliquée sur les enfants. On a l'impression que peut-être le récepteur est un peu moins présent au niveau des cellules, pulmonaires, des pneumocytes qui sont la première cible du virus. On a l'impression que du fait que les enfants sont polyvaccinés quand même et qu'ils rencontrent dans la crèche, partout à l'école, énormément de pathogènes, ils ont ce qu'on appelle une immunité innée. L'Américain appelle ça innate immunity. Ils ont une immunité innée qui ne sont pas les lymphocytes T ou B, c'est encore une autre immunité qui est très renforcée et qui pourrait les protéger. Est-ce qu'il y a une immunité après une contamination du Covid-19? Alors les résultats qu'on a, mais on n'a pas de résultats sur le longitudinal, puisque cette maladie n'existe que depuis 2 mois et demi. On ne peut pas aller plus loin que ça. On a des résultats sur le Covid de 2003, on a des résultats sur les macaques, qui sont un très bon modèle, et on a l'impression que ce virus, je vais encore utiliser un terme technique, est très immunogène, c'est-à-dire qu'il déclenche une très bonne réponse immunitaire. Et au niveau des anticorps neutralisants, on a l'impression que la plupart des gens les font, et font aussi des cellules à mémoire qui pourront eux aussi produire. Donc, la première réponse, c'est oui. La longévité de cette réponse, qu'est-ce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on sera encore protégé? Nobody knows, comme on dit. Ça, c'est l'immunité individuelle de chacun d'entre nous. Et l'immunité de groupe. On a beaucoup entendu dire, depuis le début de l'épidémie, que si à peu près la moitié ou plus, je ne sais pas, de la population avait contracté le virus, elle serait immunisée. C'est le pari qu'ont fait certains pays, comme la Suède, par exemple. Oui, mais ils payent cher. Pourquoi? Parce qu'ils ont aujourd'hui, par habitant, je crois, le plus gros taux d'infection en Europe, en ayant choisi de ne pas confiner. Ils payent très cher. Ça ne marche pas, l'immunité de groupe?
L'immunité de groupe, il faut que 60 à 75% des gens aient été infectés. Ça s'appelle herd immunité, les immunologistes s'appellent l'immunité de troupeau. C'est-à-dire que si 75% des gens sont infectés et qu'ils ont fait des anticorps neutralisants, ça veut dire que si le virus se balade et revient, ils vont le neutraliser immédiatement. Donc ils vont jamais le transférer. Donc on peut imaginer qu'à ce taux de protection de la population, le virus ne pourra plus se propager parce qu'il ne peut pas rester plus de quelques heures chez un individu sans être neutralisé immédiatement. Le coût en vie humaine est forcément beaucoup plus fort. On est à peu près 30 000 morts en France. Si on n'avait pas fait le confinement, si on n'avait pas mis les mesures de distanciation, le masque et tout, je pense qu'on aurait et qu'on avait décidé qu'il fallait que les gens s'infectent les uns les autres. On serait à combien? On aurait pu avoir 300 000 morts, oui. C'est des prévisions toujours. On parle aussi des immunités croisées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous avez rencontré un virus, le coronavirus saisonnier qui produit des rhumes, ou le coronavirus, le premier de 2003, et que vous avez fait une réponse immunitaire, disons avec des anticorps, et si ces anticorps reconnaissent également un petit peu le nouveau virus, on appelle ça cross-reacting. C'est une immunité croisée, ils reconnaissent le premier et ils reconnaissent un peu le deuxième. Donc ils pourraient vous protéger contre le deuxième. On a l'impression que les coronavirus saisonniers ont peut-être des similitudes suffisantes avec le nouveau pour avoir chez certaines personnes créé cette protection croisée. Il est saisonnier ou pas, ce virus? On le sait ou pas? Celui qui semble progressivement maîtriser et presque disparaître en France. On ne sait rien. C'est le problème de la deuxième vague. Est-ce qu'elle aura lieu en automne? Est-ce qu'en général, quand on s'approche de l'été, il y a une chute des infections virales, comme de la grippe ou quoi, et que ça repart dans une saison plus froide? On ne sait rien sur le Covid. La question de la deuxième vague est totalement ouverte. Donc on ne sait rien. Est-ce que ce qui frappe, c'est qu'on ne sait rien depuis le début, puisque c'était un nouveau virus. 2 mois et demi après, on ne sait toujours rien? Moi, ça ne me choque pas du tout, parce que ça fait longtemps que je fais de la recherche et je ne sais toujours rien sur les sujets sur lesquels je travaille. Donc pour les chercheurs, de rien savoir, c'est le quotidien. On a quand même appris... Et de se tromper à tous les coups, c'est le quotidien. La transmission... Il est très transmissible. On a vu qu'il est 6 fois plus, en gros, transmissible que le virus de la grippe. Mais il n'atteint pas les chiffres de la rougeole. Vous, en tant que... Moi. Oui, immunologue. Quelles sont les questions qui vous taraudent le plus sur ce Covid-19? Il y avait une question qui me taraudait, mais qui n'apportera rien. C'était la question que les épidémiologistes, notamment les brillants épidémiologistes de Pasteur, avaient fait des projections à partir de ce bateau, le Diamond Princess, où on avait les 700 personnes du bateau, X qui étaient infectés, X qui étaient asymptomatiques. Ils avaient fait une projection avec une marge d'erreur énorme en disant qu'entre 2 et 7,5% de la population française était infectée sans le savoir, asymptomatique. Mais ça m'intrigue beaucoup. Ça veut dire 4 à 5 millions de personnes auraient été infectées sans le savoir. En gros, en ayant toussé pendant 3 jours et tout. C'est une question qui m'intrigue. Est-ce que vraiment... Ça vous semble trop important comme chiffre, les asymptomatiques? Je ne peux pas vous répondre, je suis incompétent. Les asymptomatiques, on n'en a pas parlé. C'est quoi? Ils sont immunisés innés comme les enfants? Non, ils sont porteurs. Ils sont pas malades, mais ils ont été infectés, mais ils n'ont pas fait ils sont restés chez eux, ou ils ont un peu toussé ou quoi, mais ils n'ont pas fait ils n'ont rien déclaré sur le plan clinique. Et ça, là encore, on ne peut pas l'expliquer à ce stade? On a quand même l'impression que les jeunes, notamment le personnel soignant, parce que ça c'est un très bon exemple, le personnel soignant a été très infecté. Dans les hôpitaux, le personnel soignant a été infecté. Les gens de 25-30 ans qui ont fait ce travail fantastique, on a l'impression qu'ils ont fait très peu. Ils sont restés chez eux 2 semaines, il y en a qui ont eu un peu de fièvre, mais ils n'ont jamais été hospitalisés, oxygénés, ni en réanimation. On a des pistes de réponse, c'est l'âge, c'est la bonne santé physique. L'âge, c'est le truc majeur. Les gens âgés, au-delà de 65 ans, et surtout les comorbidités. Obésité, maladies cardiovasculaires. Le chercheur que vous êtes, qui sait à combien le temps de la recherche et le temps de la science est long, est en décalage avec celui du soin et avec celui de l'urgence, ça le met dans quel état d'esprit? Ça vous agace, ça vous enrage que ce soit si long, ou la sagesse du scientifique l'emporte? Il faut attendre, il va falloir encore attendre. Nous, ce qu'on sait en tant que chercheur, et ça me fait penser à des choses de l'actualité, dont on ne va pas parler parce qu'on en parle trop, mais que les chercheurs sont légitimes
à tenter tout ce qu'il faut tenter. Donc on ne peut pas reprocher à un chercheur de tenter telle piste, tel médicament, telle combinaison de médicaments. Ça fait partie de son travail. Même si ça prend beaucoup de temps. Non, soit tout de suite, soit sur le long terme. Mais dans 95% des cas, les chercheurs se trompent. Bon, ça se saurait si on faisait une découverte par semaine. Presque toujours, ça ne marche pas, ce qu'on fait. C'est pas grave, on passe à autre chose, c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Jean-Claude Weil. Voilà, on va s'arrêter là sur le temps long de la recherche. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre soirée documentaire avec Jean-Pierre Graffien. À demain.